Bienvenue à ce premier webinaire en forme de voyage. Voilà, j'ai décidé de partir sur cette thématique parce que je dis toujours que je suis pilote de mes fleurs de bac. Parce que pour moi, les fleurs de bac, c'est un grand voyage. Voilà, j'ai embarqué dans une grande aventure sans savoir dans quoi je m'embarquais il y a presque 15 ans maintenant. Et c'est une formidable aventure. Et je ne suis pas la seule, je suis vraiment dans cet avion avec tout le monde qui a embarqué avec moi parce que voilà. Et ce soir, bah, vous êtes tous avec nous pour ce formidable voyage. Donc, merci de votre présence. Et puis, alors, j'ai des petites choses techniques à préciser parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé un replay. Donc, si c'est OK pour vous, je vais vous demander de couper vos caméras parce que pour la protection des données et voilà, tout ça, il va falloir qu'on ne voit pas vos visages. Voilà. Euh, Principe de précaution. Donc, merci. Mais vous êtes là, enfin, on est tous là ensemble quand même si on ne se voit pas. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure que ça vous vient, parce que des fois, il y a une question qui vient, puis si on ne la note pas tout de suite, on passe à autre chose. Donc, puis on essaiera de voir si on peut répondre à toutes vos questions à la fin de la prise de parole de Françoise. Je rappelle que les fleurs de bac ne sont pas des médicaments, hein, pour tous ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas forcément les fleurs de bac, et donc que ça ne dispense pas d'un avis médical si vous avez un problème de santé. Voilà, ça, c'est dit. Et puis, donc, on va partir en voyage ce soir avec Françoise, que je vais laisser se présenter. Et on va parler des enfants atypiques et des fleurs de bac pour les enfants atypiques. Voilà, donc Françoise, je te laisse la parole. Normalement, notre voyage va durer 1 heure. En fonction des questions, on s'adaptera. Voilà. C'est pour ça qu'on a eu des petits changements techniques. Vous avez reçu pas mal d'emails et j'en suis désolée. On a dû s'adapter au nombre de participants et à ce délai qu'on a voulu plus flexible, on va dire. Voilà. Donc, Françoise, je te laisse la parole. Eh bien, je te remercie, Virginie. J'en profite d'ailleurs pour te remercier pour tout le travail que tu as fait pour mettre en place ces webinaires parce que j'en suis témoin. Il y avait pas mal de choses et pas mal de problèmes techniques On pour nous qui apprend. ne sommes pas forcément des techniciennes, puisque ce qui nous intéresse plus, ce sont plus les émotions. Donc, on n'est pas tout à fait dans le même registre. Alors, aujourd'hui, je me présente, donc Françoise Kensey. Je suis retraitée de l'éducation nationale, ce qui m'a donné la possibilité d'observer et de suivre des cohortes d'enfants et de constater les difficultés qui se présentaient à eux. En tant que directrice d'école, j'étais d'ailleurs chargée du suivi des enfants à besoins particuliers. Et c'est pour ça que je me suis intéressée de près à cette problématique des enfants atypiques, puisque tous ces enfants à besoins particuliers, la grande majorité sont des enfants atypiques. Alors, suite à ce travail que j'ai pu mener dans les écoles, eh bien, en parallèle, je me suis formée aux fleurs qui m'ont tout de suite attirée. D'ailleurs, dès les années 90, j'étais attirée par ces fleurs de bac. Moi, jusqu'à présent, j'utilisais surtout les fleurs en phytothérapie, hein, pour mes petites tisanes et pour mes petits soucis de santé de tous les jours. Et puis, cette découverte des fleurs de bac, ça a été quelque chose de merveilleux puisque je découvrais qu'avec les fleurs, non seulement on pouvait soigner les rhumes, mais on pouvait aussi soigner des états d'esprit négatifs, des choses qui sont parfois difficiles à vivre. Alors, les enfants atypiques dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont des enfants qui ont une problématique de neuroatypie. Quand on dit atypique, c'est un raccourci. La neuroatypie, cela veut dire que on a un fonctionnement cérébral qui n'est pas dans la norme. Vous allez me dire, mais la norme, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la norme, tout simplement, par exemple, dans une population, ça veut dire que la majorité des gens fonctionnent d'une manière particulière. Et puis, à côté de ça, il y a une minorité de personnes dont le fonctionnement cérébral est différent, il n'est pas tout à fait le même. Alors, vous me direz, oui, mais alors, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Eh bien, cette neuroatypie, elle est étudiée par des spécialistes, par des psychologues cliniciens depuis déjà très longtemps. L'une des premières qui s'est penchée sur le problème en France, c'est Jeanne Siaude-Faquin. Et elle, à l'époque, on parlait d'enfants surdoués. En fait, tout est parti de recherches que l'éducation nationale faisait pour savoir les enfants, pour connaître les enfants qui n'étaient pas capables d'apprendre. En parallèle, on est tombé sur ces enfants qui, eux, avaient des capacités supérieures.
Mais chose curieuse, ces capacités supérieures ne leur donnaient pas forcément le succès à l'école. Il y avait des difficultés scolaires, des enfants intelligents, puisqu'on ça on l'a découvert assez vite, mais qui avaient un fonctionnement différent et notamment, et c'est ce qui nous intéresse nous le plus, un fonctionnement émotionnel différent. C'est pour ça que nous parlons de ces enfants-là au niveau des fleurs de bac, puisqu'il s'agit dans les fleurs de bac, il s'agit d'harmoniser des émotions. Ces enfants-là ont un fonctionnement émotionnel extrêmement complexe. En fait, toutes leurs émotions sont exacerbées. Ça, c'est un constat par rapport à ces enfants. Il y a d'autres constats qui ont été faits par rapport à leur fonctionnement, c'est-à-dire c'est des enfants qui apprennent différemment, des enfants qui réagissent différemment, dont le développement psychomoteur est différent de la norme, mais ils sont tous, comment dire, ils ont tous des points communs. Alors, ce point commun est déjà cette complexité émotionnelle, puisque ces enfants-là, alors que les autres arrivent à ce qu'on appelle l'âge de raison vers 7 ans, c'est-à-dire c'est l'âge où le développement cérébral du néocortex, donc du cerveau rationnel, se met petit à petit en place. D'ailleurs, ça se met en place jusqu'à 21 ans, donc on a encore le temps de travailler dessus. Mais chez ces enfants-là, en général, vers l'âge de 7 ans, eh bien, ces connexions entre le cerveau émotionnel et le cerveau rationnel, qui normalement doivent se faire à peu près à cet âge-là, ne sont pas faites. On a donc des enfants qui restent petits, on pourrait dire, émotionnellement, non développés, avec un neurodéveloppement qui n'est pas le même que les autres. On va parler de troubles du neurodéveloppement qui vont conduire à ces caractéristiques-là. Par contre, en parallèle, ce sont souvent des enfants qui ont un développement intellectuel plus avancé que leur âge. Donc, il y a un énorme décalage entre leur affectif et leur raisonnement, on pourrait dire le raisonnement logico-mathématique. Donc, c'est ces enfants qui sont donc inadaptés à la façon de travailler à l'école. Comme je vous le disais, leur façon d'apprendre est différente aussi. Donc, la pédagogie qui est appliquée à l'école est destinée aux enfants, on va dire normaux-pensants, c'est le terme qu'on utilise, hein, ceux qui sont dans la norme officiellement. Par contre, ces enfants atypiques n'apprennent pas de la même manière. Alors, entre autres choses, ils travaillent beaucoup en images. Ce sont des enfants qui ont des pensées qui sont en arborescence, alors que la majorité des enfants ont des pensées linéaires. Donc, ce qui complique leur apprentissage, puisque on leur présente les apprentissages d'une manière qui ne correspond pas à leur fonctionnement. Ce qui va donc les conduire à ressentir des émotions très fortes, des sensations d'échec, des sensations d'une perte d'estime d'eux-mêmes. Ils n'y arrivent pas. Pourquoi n'y arrivent-ils pas? Alors qu'ils ont l'impression d'être comme tout le monde. Cela va conduire souvent à des réactions de violence, puisque ces enfants qui sont intelligents et qui ne comprennent pas pourquoi ils n'y arrivent pas, puisque les autres y arrivent, pourquoi pas eux? Ça va conduire à des réactions de repli sur soi, puisque les réactions de chacun vont dépendre de leur tempérament de base. L'enfant, vous savez que le tempérament de base, on peut à peu près le repérer à travers les 12 guérisseurs. Vous connaissez les 12 guérisseurs, les 12 personnalités de base que le docteur Bach avait repérées et qui sont toujours d'actualité. Donc, par exemple, un enfant qui, à la base, va avoir un tempérament verveine, cet enfant-là, il va réagir avec violence face à ses difficultés scolaires. On va avoir des crises de colère, on va avoir un enfant qui peut-être va se mettre à taper sur les autres, qui va crier, qui va s'énerver. Donc c'est son mécanisme de défense. Lui, il est verveine, il va réagir de cette façon-là. Ce qui fait qu'au niveau des fleurs, par exemple, pour aider cet enfant-là, eh bien, il faudra bien regarder quel est son tempérament. L'enfant qui, à la base, est plutôt centauri ou mimulus, donc un tempérament plus passif, plus calme, eh bien, sa réaction sera un repli sur soi, peut-être de la dépression, souvent même de la dépression, mais en tout cas une perte d'estime de lui-même assez grande. Et puis, on aura d'autres réactions en fonction de ce qu'est l'enfant. Alors, ce qu'on va repérer aussi
chez ces enfants-là, c'est le fait qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont communes. Et c'est important de les connaître. Par exemple, ces enfants-là, ils ont beaucoup de mal à s'adapter. Pourquoi? Eh bien parce que leur cerveau, au niveau ce qu'on appelle les fonctions exécutives supérieures du cerveau, il a un déficit au niveau de l'adaptation. Il ne sait pas s'adapter. Face à l'imprévu, son cerveau disjoncte. Ce qui fait que l'imprévu, c'est quelque chose qu'un enfant connaît bien puisqu'il ne connaît pas grand-chose du monde. Tout est imprévu, tout est nouveau. Et face à cet imprévu, eh bien, on va avoir aussi des réactions particulières. L'enfant, comme je vous disais, verveine, bien face à l'imprévu, il va s'énerver, il va bousculer les chaises, il va bousculer les copains, il va se mettre à crier. Face à l'imprévu, un enfant plus calme, par exemple, un enfant s'endort, va se mettre à pleurer, va aller se cacher dans son petit coin. Un enfant mimulus va rougir et va se retrouver extrêmement intimidé. Vous voyez, en fonction du tempérament de base, les réactions vont être différentes, même si la cause est la même. Alors, ces enfants-là qui ont cette difficulté-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette difficulté-là ne disparaît pas en grandissant. C'est un autre point important. L'enfant atypique devient un adulte atypique. Sauf que la difficulté face à l'imprévu diminue avec le temps au fur et à mesure que nous accumulons des expériences, eh bien les choses sont petit à petit moins nouvelles. Et puis, il y a un mécanisme qui se met en route, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'anticipation. Au fil du temps, les personnes atypiques, les enfants comme les adultes, se rendent compte que face à l'imprévu, ils ne savent pas réagir et donc ils anticipent beaucoup. C'est-à-dire, l'enfant, avant d'aller à l'école le lundi matin, et qu'est-ce qu'on va faire dans la journée? Et maman, qu'est-ce qui est prévu? Et quand est-ce que tu vas venir me chercher? Parce qu'il va chercher à contrôler cet imprévu qui, pour lui, est une souffrance, puisqu'il sait, même si c'est inconscient, il sait qu'il ne saura pas réagir. Et là, on va assister à l'apparition d'une autre émotion, ce qu'on appelle le trac d'anticipation, c'est-à-dire se ronger les ongles. Qu'est-ce qui va se passer dans la journée? Est-ce qu'on va aller au sport? Et qu'est-ce qui va se passer pour aller au sport? Et à quelle heure tu vas venir me chercher, maman? Plein de questionnements qui peuvent mener d'ailleurs à des phobies scolaires, puisque l'enfant, face à tout ce questionnement, s'angoisse beaucoup. Là, on va avoir une fleur que vous connaissez bien évidemment, c'est Mimulus, qui, à loucher, va permettre petit à petit de diminuer le trac d'anticipation jusqu'à ce que les expériences s'accumulant, ce trac d'anticipation va diminuer. Mais on le retrouve jusqu'à 80 ans et plus. J'ai eu l'occasion de rencontrer un monsieur de plus de 80 ans qui souffrait toujours de ce trac d'anticipation. Il avait besoin, ce monsieur, c'était quelqu'un qui travaillait à son compte, qui dessinait des bandes dessinées et qui, pour vendre ses bandes dessinées, devait contacter les libraires. Et il nous expliquait, mais vous savez, moi, je ne peux pas te contacter plus de 2 libraires dans la journée, parce qu'il me faut au moins 2 heures avant de téléphoner pour réfléchir à toutes les possibilités qu'il peut y avoir quand je vais décrocher ce téléphone. Vous voyez, donc, ce monsieur à 80 ans souffrait toujours de ce trac parce que c'est quelque chose, ce problème face à l'imprévu ne disparaît pas avec les années. Donc, vous voyez, c'est un gros problème dont il faut tenir compte. Alors, chez ces enfants atypiques, donc on va avoir le tempérament de base qui va produire les mécanismes de défense face aux difficultés. On va avoir bien évidemment des réactions face à ces difficultés différentes, comme je vous disais, la réaction de violence, la réaction de retrait, la réaction de dépression, la réaction de phobie scolaire, et qui est hélas beaucoup trop courante. Alors, on va retrouver aussi chez ces enfants atypiques un certain nombre de caractéristiques qui sont communes à plus ou moins, à un degré plus ou moins important. On a par exemple le problème de l'impatience. On sait que ces enfants-là, ces adultes-là, ont un fonctionnement physiologique plus rapide que la norme des personnes. C'est-à-dire, ils vont plus vite. Plus vite, mais ça peut être 2 fois plus vite, 3 fois plus vite. Ce qui fait que cela crée une accélération des réactions,
une accélération dans la façon de travailler, dans la façon de réagir, dans la façon de parler, hein. Dites-le moi si je parle trop vite, parce que ça fait partie de mes problèmes. Et là, on va avoir besoin systématiquement de impatience. Impatience est donc la fleur qui va permettre pour ces personnes-là de revenir à un rythme un petit peu plus normal, parce que le fait de vivre à un rythme accéléré mène petit à petit au burn-out. Il faut quand même le savoir, aller trop vite épuise, puisque physiquement l'énergie n'est pas là. Mais il y a ce fonctionnement accéléré. On va retrouver une autre caractéristique chez eux qui est commune à toutes les personnes atypiques, même si parfois elle est un petit peu cachée parce que la vie nous a mené à le cacher, à le dissimuler pour ne pas être différent des autres. C'est un respect, un attachement aux valeurs extrêmement important. C'est le refus de l'injustice. Ah, ce refus de l'injustice. Même un enfant mimulus qui va être tout timide et tout rougissant, s'il voit une injustice, il est capable de monter au créneau, comme on dit. Maîtresse, mais tu le grondes, mais c'est pas normal, c'est pas lui qui bavardait. Et là, vous allez être très étonné de voir un enfant qui d'habitude ne prononce pas un mot ou n'ose pas parler devant les autres, qui va monter au créneau. C'est parce qu'il y a, chez ces enfants atypiques, il y a cette réaction, ce, ce refus de l'injustice. Et là, la fleur qui va être très utile, c'est verveine. On a là déjà donc deux fleurs de base, deux caractéristiques de base qui vont s'ajouter au tempérament de l'enfant à la naissance. C'est ce qui explique d'ailleurs la complexité de leurs émotions, c'est qu'on a ce tempérament de base, on a les façons de réagir face au monde qui sont liées au tempérament de base, et puis on va rajouter ces caractéristiques dont je vous parlais, le fait de souffrir de troubles d'anticipation, donc mimulus, le fait d'avoir un fonctionnement accéléré, donc impatience, le fait de ce refus intense, ce refus extrêmement fort, refus de l'injustice, avec verveine. Donc on a déjà, vous voyez, toutes ces fleurs-là, il va falloir les combiner, il va falloir leur proposer dans les moments où ils en auront le plus besoin. Alors, ce qu'on va avoir aussi, et ça c'est lié à un fonctionnement cérébral vraiment très particulier, un fonctionnement, ces personnes-là, quand elles réfléchissent, la majorité des gens réfléchissent en linéaire, en séquentiel, c'est-à-dire que on va partir d'une idée, et puis de cette idée, on va en déduire une autre, puis une autre. Donc c'est séquentiel. À la fin de la réflexion, on est capable de revenir en arrière pour se dire, oui, oui, comment je suis arrivé à cette conclusion? Eh bien, je suis passé par là, par là, par là, par là. C'est ce qu'on appelle le raisonnement linéaire. Or, ces personnes atypiques ne raisonnent pas en linéaire. Ces personnes-là résonne en arborescence, c'est-à-dire qu'il y a une idée de base et cette idée va comment dire, allumer, comme on pourrait dire, 10-12 petites lumières, et ces 10-12 petites lumières vont en allumer chacune, 10-12, et on va se retrouver avec une arborescence d'idées qui va permettre d'arriver d'ailleurs de faire un raisonnement extrêmement rapide, mais il est tellement rapide que ces personnes sont incapables d'expliquer comment elles sont arrivées à la conclusion. Alors là, on a vraiment une grosse difficulté à l'école, c'est que aussi bien à l'école primaire qu'au collège qu'au lycée, on demande toujours de justifier les réponses. On n'admet pas quelqu'un qui dise oui, ça c'est la réponse. Oui, mais comment tu l'as trouvée? Eh bien, la personne qui a ce fonctionnement en arborescence, elle est incapable d'expliquer comment elle est arrivée à cette conclusion. Ce n'est pas qu'elle ait triché, ce n'est pas qu'elle ait inventé, c'est que son fonctionnement cérébral est extrêmement rapide, donc on en revient à impatience, et donc on va lui donner une réponse qui sera valable, bien évidemment, mais qui ne pourra pas être justifiée. Alors là, et puis, d'autre part, ce fonctionnement en arborescence a un inconvénient. Le fait de trouver la réponse très vite, eh bien, ce n'est pas vraiment un inconvénient. De ne pas pouvoir justifier, c'est un inconvénient. Mais l'autre inconvénient, c'est que
ce cerveau, ce fonctionnement cérébral ne permet pas de hiérarchiser. C'est-à-dire qu'on ne peut pas déterminer qu'une émotion ou qu'une idée est plus importante qu'une autre. Pas de hiérarchie possible. Alors ça, c'est pareil, c'est un gros handicap au niveau de l'école, puisqu'il faut être capable de dire telle idée est plus importante, telle idée est secondaire, ça c'est plus important, ça l'est moins. Eh bien, ces enfants-là, ces personnes atypiques, n'arrivent pas à hiérarchiser. Il y a un déficit de ce côté-là. Comme il y a ce déficit face à l'adaptation, il y a ce déficit face à la hiérarchisation. Alors là, on a une fleur qui est très très intéressante, qui est souvent Oui. peu connue, mais qui a beaucoup été étudiée par le docteur Ricardo Orozco à travers des études qui ont été menées, des études médicales qui ont été menées en Amérique du Sud, à Cuba notamment. Vous pourrez, si vous parlez espagnol, vous le comprenez assez bien, vous pourrez retrouver sur son site Cedibac, je crois que Virginie l'a noté quelque part, vous retrouverez des études qui ont été menées justement pour l'efficacité de cette fleur qui va faciliter la hiérarchisation petit à petit, c'est Scleranthus. Donc vous voyez, c'est une fleur que peut-être vous ne connaissez pas sous cet aspect-là, mais qui va être une fleur de base pour ces enfants-là. Parce que d'autre part, Scleranthus va agir sur le cerveau, sur le fonctionnement cérébral et notamment sur les connexions neuronales. Ces enfants atypiques, ils ont ce qu'on appelle actuellement, on va le nommer trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire que leur développement cérébral est différent de la majorité et va impliquer un certain nombre d'inconvénients. Avec la prise de Scleranthus et la prise de Chestnut Bud, petit à petit, on arrive à débloquer un certain nombre de choses. Mais là, je vous renvoie aux travaux de Orozco qui en parle beaucoup. Ce qu'on va trouver aussi chez ces enfants-là, c'est une tendance à un côté, au perfectionnisme. Ah oui. Voilà, ces enfants-là, ces adultes-là ne supportent pas de ne pas être parfaits. Pour eux, c'est terrible. C'est la peur de l'erreur, d'ailleurs, qui va avec Scleranthus, hein. C'est la crainte de se tromper, mais parce que pour eux, ils doivent réussir du premier coup. Ils n'admettent pas de se tromper. Autant chez les normaux-pensants, le fait de se tromper permet l'apprentissage, autant chez ces enfants atypiques, chez ces adultes atypiques, le fait de se tromper est quelque chose de dramatique. Donc la fleur qui va permettre de soulager un peu ce perfectionnisme intense, c'est Rockwater. Je pense que vous la connaissez quand même assez bien. Alors, on va trouver aussi chez eux un certain nombre de problèmes qui s'ajoutent à cause justement de leur perfectionnisme. Ils vont facilement tomber dans des tocs. Les tocs sont assez vite mis en place, hein. Il faut faire telle chose de telle manière, on ne peut pas changer. Il y a comment dire, une espèce de carcan dans leur façon d'agir qui les mène au TOC. Et là, quand il s'agit de TOC, on va avoir une autre fleur qui sera vraiment très très importante pour eux, c'est Crabapple. Crabapple qui va agir aussi sur la honte, puisque dès que quelque chose n'est pas parfait, c'est la honte, c'est pas possible. Et donc, on va avoir cette utilité-là cette fleur-là qui va être importante pour eux, qu'on va beaucoup retrouver. On va retrouver d'ailleurs beaucoup chez ces enfants-là la peur des microbes, on va retrouver l'obsession pour la propreté, la peur de toucher de la pâte à modeler, par exemple, à l'école. Ça semble anodin, mais ces enfants-là ont souvent peur de toucher la pâte à modeler, donc on est dans le crab apple. Et puis, le fait que leurs émotions soient extrêmement développées, leurs émotions sont beaucoup plus fortes que chez les normaux pensants, on va avoir besoin de Cherry Plum. Cherry Plum parce que pour eux, il y a une perte de contrôle. Non seulement leur cerveau met plus longtemps à développer le cerveau rationnel et donc ils sont gérés uniquement par le cerveau émotionnel. Vous voyez, donc là, il n'y a pas du tout de contrôle hein, sur les émotions. Mais en plus, toutes les émotions qu'ils ressortent sont beaucoup plus fortes que chez les personnes. On est face à une hyper émotivité
une hypersensibilité qui d'ailleurs va se voir aussi à travers ce qu'on appelle l'hyperesthésie, une hypersensibilité des sens, c'est-à-dire par exemple une hyperacousie, le fait qu'ils entendent plus de choses que les personnes les plus disons, dans la norme. Et puis pour eux, les sons sont beaucoup plus forts. Alors ça sera au niveau des sons, ça sera au niveau des odeurs, ça sera au niveau des matières. Donc il y a aussi là une hypersensibilité qu'on va d'ailleurs nommer hyperesthésie. C'est une façon, c'est-à-dire que ce que transmettent leurs sens est interprété par le cerveau de façon excessive. Alors on a ça. Donc par rapport à l'adaptabilité, bien évidemment, on pourra utiliser Walnut. Et puis on va retrouver chez ces personnes-là aussi quelque chose dont ils parlent peu et qu'ils ne vous confieront que quand ils auront et se sentiront en confiance, c'est-à-dire des capacités paranormales que l'on va retrouver régulièrement chez eux. Par exemple, des enfants qui vont sentir, des enfants ou des adultes, qui vont ressentir des présences qui pour les personnes normales ne seront pas là, mais que eux vont ressentir. Ces enfants-là auront très souvent des cauchemars. Cauchemars parce que pour eux, tout autour d'eux, il y a des présences que les personnes normales ne ressentent pas, mais qui font partie de ce paranormal, de la transmission de pensée, des intuitions fulgurantes qui leur feront dire il va se passer telle chose. Mais comment tu le sais? Je ne sais pas, je le ressens. Voyez? Donc beaucoup de cauchemars, puisque ces choses-là, après, ressortent bien évidemment la nuit pour les cauchemars et pour les protéger de ce paranormal, puisque parfois, ça peut être difficile à vivre, on va utiliser Aspen, bien évidemment. Alors pour les cauchemars, on pourra aussi utiliser Rose, qui est une fleur dont ils ont beaucoup besoin. Qu'est-ce que qu'est-ce que j'allais... Ah oui, on va... Oui, parce qu'il y a tellement de choses à dire, j'essaye de vous dire l'essentiel, mais il y a tellement de choses à dire. Alors, ces enfants donc atypiques que l'on va repérer au départ parce qu'ils ont cet émotionnel exacerbé, ils ont des réactions émotionnelles brutales, parfois des crises. C'est souvent ce que l'on repère d'ailleurs depuis tout petit. C'est le fait que ces enfants font des crises de colère, des crises de tristesse, des crises comment dire, d'angoisse, beaucoup de crises d'angoisse. On va beaucoup retrouver ça chez eux. Donc, on va avoir besoin d'autres fleurs très, très souvent. Et l'une des fleurs essentielles que je retrouve très souvent, c'est Sweet Chestnut. Sweet Chestnut et Rock Rose, ce sont deux fleurs, pour ces enfants qui souffrent d'angoisse, c'est deux fleurs qui vont être vraiment importantes. D'accord? À côté de ça, donc, on a des caractéristiques générales de ces enfants atypiques. J'ai essayé de vous en donner un petit peu comme ça. Mais on va, à cause de ce fonctionnement différent, on va retrouver chez ces enfants ce qu'on appelle des troubles du neurodéveloppement. Alors, on ne va pas les retrouver chez tous, mais on va les retrouver parfois de façon, comment dire, très fantomatique, très légère, mais on va retrouver notamment les troubles 10. 40% des enfants atypiques souffrent de troubles 10. Qu'est-ce que sont les troubles 10? Ce sont des troubles d'apprentissage, ce sont des troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire qu'il y a une partie du cerveau qui ne fonctionne pas ou qui ne se met pas en route comme elle le fait chez la majorité des gens. Trouble 10, le plus courant, c'est la dyslexie, c'est-à-dire la difficulté d'apprendre à lire parce que l'enfant n'arrive pas à reconnaître les sons, parce qu'il mélange les lettres. Il y a un problème de ce côté-là, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a une connexion qui est défectueuse. Alors la dyslexie est connue, il y a de nombreux troubles 10, dont certains sont assez peu connus d'ailleurs. Il y a la dysphasie. Dysphasie, c'est un trouble grave aussi du langage, et c'est le trouble qui fait que l'enfant ne peut pas automatiser son langage. C'est-à-dire la syntaxe pour lui, c'est impossible à mémoriser. L'enfant n'utilisera que quelques mots, il aura beaucoup de mal à faire des phrases, il n'arrivera pas à rédiger. Dans les cas les plus graves, il ne parle pas du tout.
il ne parle pas spontanément. Par contre, comme son système d'oralisation n'est pas défectueux, si vous voulez, il a des cordes vocales, il peut parler comme tout le monde, mais il ne peut pas parler spontanément. Donc, éventuellement, il pourra lire une lecture à voix haute, c'est-à-dire en parlant, mais spontanément, il ne pourra pas parler. Donc, c'est vraiment un handicap grave qui fait partie des troubles 10. On va avoir dans les troubles 10 la dyspraxie, c'est-à-dire c'est les problèmes de coordination motrice, l'enfant qui aura du mal à marcher, qui sera maladroit dans la marche, qui n'arrivera pas à monter les escaliers, qui n'arrivera pas à apprendre à faire du vélo, qui mettra très très longtemps. Et ces problèmes de coordination motrice, on va les retrouver chez les adultes, qui souvent d'ailleurs ne se sont même pas rendus compte qu'ils avaient ce problème-là parce que c'était à un niveau qui n'était pas très élevé. Eh bien, par exemple, au moment d'apprendre à conduire, ces personnes-là n'arriveront pas à apprendre à conduire, elles auront beaucoup de mal. On va les retrouver à passer 6 fois, 7 fois, 8 fois le permis de conduire parce qu'elles n'arriveront pas à coordonner l'utilisation des pédales de la voiture avec le volant, avec la gestion du volant. Et parfois, les personnes se rendent compte qu'elles sont dyspraxiques à ce moment-là, parce qu'à l'école, elles se sont à peu près débrouillées. Ce sont des enfants qui, notamment, n'arriveront pas à faire leurs lacets. Bon, ben, maman leur achète des chaussures à scratch. Des enfants qui n'arrivent pas à remonter une fermeture éclair, ou qui n'arrivent pas à boutonner leur manteau, ou qui, au niveau de l'écriture, ont beaucoup de mal à écrire. Ce sont des troubles extrêmement courants et en fonction de leur niveau de gravité, ils seront plus ou moins handicapants, bien évidemment. On va retrouver des troubles 10 au niveau de la mémoire. Alors là, c'est un trouble qui est aussi très handicapant parce que ces personnes-là ne mémorisent rien. Elles n'arrivent pas à mémoriser. Et ça, on trouve des enfants avec ces troubles-là qui ne sont jamais diagnostiqués. Simplement, on dit, oh, ils travaillent pas assez ou ce sont pas ils, ils n'ont pas écouté. Mais en fait, il y a un problème à ce niveau-là. C'est ce qu'on appelle des troubles de dysmnésie, donc des difficultés un trouble 10 par rapport à la mémoire. On va retrouver des troubles 10 au niveau de la musique. Et là, c'est quelque chose de très curieux qu'on connaît, qui est très très peu connu. C'est-à-dire ces enfants-là par rapport à la musique, vont chanter faux. Ils ne se rendent absolument pas compte qu'ils chantent faux. Seront incapables de mémoriser une chanson entre les paroles et la musique. Tant qu'il y a les deux, ça va, ils reconnaissent à peu près, mais s'il n'y a que la musique, ils ne feront pas le lien, ne seront pas capables de le reconnaître. Ce sont des enfants ou des adultes, hein, on parle d'enfants, mais l'adulte est exactement pareil, qui ne supporteront pas certaines musiques ou certains bruits. C'est l'enfant qui, à l'école, quand les autres vont chanter, va se boucher les oreilles. Et la maîtresse va dire, oh, ben, qu'est-ce qu'il est mal élevé, cet enfant-là. Non, mais... Et en fait, c'est un enfant qui est ce qu'on appelle ça dysmusie. Alors, ça peut évoluer dans le temps parce que ce sont des troubles, comme on le dit, ce sont des troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire qu'ils peuvent évoluer. Et c'est là où c'est intéressant parce que quand on arrive à faciliter le fonctionnement cérébral, on constate des évolutions. Alors moi, ça fait des années que je travaille avec des enfants 10 avec les fleurs de bac et je peux vous assurer qu'on arrive à débloquer. C'est une évolution qui, à un moment donné, s'est bloquée. Une connexion neuronale qui ne s'est pas faite. Enfin, on ne sait pas exactement, moi je ne sais pas exactement ce que c'est, mais je sais qu'en prenant les fleurs de bac, en aidant l'enfant émotionnellement, en le rassurant, en défaisant toutes ces craintes qui émergent en lui face à ces difficultés, des difficultés qui sont mal reconnues. Parce qu'en fait, non seulement il a la difficulté, mais on dit, oh, mais il ne travaille pas, oh, il est mal élevé. Vous voyez, donc les réactions des adultes autour sont négatives en général par ignorance, hein, tout bêtement, hein. Et donc, quand on arrive à suivre un enfant qui a ce genre de difficulté avec des fleurs de bac, on va faciliter le fait que son cerveau, tout seul, continue son évolution et débloque un certain nombre de choses. Alors, j'ai constaté notamment au niveau de la dyslexie qu'on arrive à débloquer, l'enfant arrive à apprendre à lire normalement.
Au niveau de la dyspraxie, l'enfant qui a des difficultés d'écriture, petit à petit, les difficultés diminuent. Ça se fait tout doucement, mais on arrive à débloquer. Au niveau de la dysphasie, on obtient d'ailleurs des résultats absolument extraordinaires, puisque d'un enfant qui ne parle pas, qui ne peut pas parler spontanément, on arrive avec les fleurs à un adulte qui parle tout à fait normalement. Donc, qu'est-ce qui fait? Eh bien, il y a des fleurs. Si vous allez chercher un petit peu dans les travaux du docteur Orozco et des médecins qui travaillent avec lui, il y a des fleurs qui vont faciliter le fait de débloquer le fonctionnement cérébral et en fait permettre au cerveau de continuer son développement à un développement plus normal et donc arriver à une normalité. Outre ces troubles 10, donc je vous dis des troubles 10, il y en a plein, il y en a un notamment qui empêche de reconnaître les visages, qui fait que les personnes ne reconnaissent pas les visages des personnes qu'elles rencontrent. C'est un trouble 10. Donc des troubles 10, il y en a énormément. Je ne peux pas tous vous les nommer, mais il faut se dire qu'il y en a beaucoup et des choses qui passent souvent. Regardez la personne que vous rencontrez dans la rue, qui ne vous reconnaît pas, vous dites, oh, qu'est-ce qu'elle est mal élevée, hein. Oh, elle est désagréable. En fait, la personne ne vous a pas reconnu. Et ça, c'est quelque chose qui existe depuis l'enfant, depuis tout petit, ne saura pas reconnaître sa maîtresse à l'école. Donc imaginez l'angoisse de l'enfant qui ne sait pas quelle est sa maîtresse. Voyez? Donc ce sont plein de choses que les fleurs vont pouvoir, on va pouvoir diminuer l'impact de ces difficultés en harmonisant l'émotionnel, en redonnant la confiance à l'enfant, en diminuant ses réactions négatives. On va bien aider l'enfant. Alors, il y a je passe assez vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et je vois qu'il est déjà, waouh, il est déjà 9h10. Et il y a d'autres caractéristiques, d'autres troubles du neurodéveloppement qui sont très importants, qui sont liés aussi à ce fonctionnement atypique. C'est ce qu'on appelle le TDAH, les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Là, vous allez avoir la possibilité de travailler avec un collègue qui connaît bien le problème et qui vous en parlera. Le TDAH a quand même une particularité, c'est que de nos jours, on parle beaucoup de TDAH, mais il y en a des vrais défauts. C'est-à-dire, il y a le vrai TDAH qui est lié à ce fonctionnement atypique, et il y a le faux TDAH qui est lié à une alimentation et peut-être aussi à une éducation qui favorise ça, et peut-être aussi à des exigences excessives par rapport aux enfants. Les enfants ont besoin de bouger. Demander à un enfant de 6-7 ans de rester assis toute la journée, bon, il y a des questions à se poser, hein. Donc, dans les TDAH, mais de toute façon, on va pouvoir aider avec les fleurs de bac, puisque si l'enfant a besoin de rééquilibrer son alimentation, les fleurs de bac vont l'aider à passer ce cap. Si on a besoin d'aider l'enfant à accepter certaines contraintes, eh bien, on va avoir des fleurs, notamment verveine, dont je vous parlais tout à l'heure. Mais bon, le TDAH est particulier, vous allez le voir. Et puis, on a un autre trouble du neurodéveloppement, c'est ce qu'on appelle maintenant le TSA, les troubles du spectre autistique. Donc, c'est l'autisme qui a différents degrés, bien évidemment. Et ce qu'il est important de bien comprendre, c'est que chez ces enfants atypiques, on peut avoir différents niveaux de tous ces troubles. C'est-à-dire, chez un enfant atypique, vous aurez un peu de trouble 10, de dyslexie et un tout petit peu des TDAH, le TDAH impliquant des difficultés relationnelles très importantes. C'est le gros problème du TDAH, les difficultés relationnelles, la difficulté à vivre en société, à se relationner avec les autres. Donc cet enfant-là, peut-être qu'il aura un tout petit peu, il sera simplement un peu timide et il aura ce qu'on appelle un TSA fantôme, un TSA très léger. Chez d'autres enfants atypiques, on va avoir peu de troubles 10, à part le fait d'avoir du mal à s'adapter, mais un TSA beaucoup plus marqué. Donc, de toute façon, on est dans ce qu'on appelle un continuum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontière entre la norme et l'anormalité. Chez les enfants atypiques, on peut avoir des traces ou des caractéristiques très marquées de tous ces troubles du neurodéveloppement. Donc, il n'est pas rare d'avoir un enfant atypique, par exemple dyslexique, avec diagnostiqué TDAH et diagnostiqué TSA.
C'est parce qu'on sait, les chercheurs l'ont confirmé et travaillent encore là-dessus, que tous ces troubles ont la même origine génétique. 80% des personnes qui ont ce type de fonctionnement cérébral, c'est d'origine génétique. Le reste, ce sont des accidents au moment de la naissance ou des accidents matériels après la naissance. Mais dans 80% des cas, et ça c'est, je pense que c'est un minimum, c'est d'origine génétique. On sait que tous ces troubles du neurodéveloppement ont la même origine génétique. Alors, il y a des chercheurs qui prétendent que cela provient de nos ancêtres de Néandertal. Ça serait des gènes que nous aurions conservés de Néandertal qui produiraient ce genre de difficultés. Par contre, et c'est là où c'est très intéressant pour nous qui travaillons avec les fleurs de bac, avec les fleurs de bac, on peut aider ces personnes atypiques à arriver comment dire, à s'intégrer dans la société et à disparaître, à arrêter d'être différents. Enfin, ils seront toujours différents, bien évidemment, mais on peut les aider à vivre à peu près normalement. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Bah, oui, oui, oui. Voilà, bah, je crois que j'ai fait un petit peu le tour, un peu vite. Ah Il oui. y a, Et il y a non, mais beaucoup c'est plus à dire, mais bon, je vais peut-être vous laisser un petit peu la parole. on va leur laisser la parole, mais voilà, le fait est que ils sont tous ces enfants et nous sommes tous uniques. Donc, il n'y a pas un flacon de toute manière pour un enfant atypique ou pour un enfant TDAH. Et c'est ce qu'on va voir dans tous ces webinaires. Voilà. Voilà, on a 38 fleurs, il y a toutes les émotions, il y a tout ce qu'on ressent, atypique ou pas atypique, peu importe. J'ai vu beaucoup de messages sur les cases. C'est pas une histoire de cases, c'est une histoire de compréhension et de cartographie de qui on est. Et grâce aux fleurs et grâce à ce qu'on ressent et à l'expression de ces ressentis et de ces émotions, on apprend à mieux se connaître, à mieux savoir comment interagir avec le monde. C'est plus confortable. Et c'est ça, en fait, les fleurs de bac, ça nous apporte de la paix intérieure, du calme intérieur par rapport à toutes ces tempêtes émotionnelles qu'on peut vivre tous, atypiques ou pas, peu importe. Et les fleurs, elles sont là pour nous accompagner dans notre évolution. Et donc, il y a le flacon, il va évoluer aussi en même temps que nous. Et c'est ça la richesse de ce système. Et on a effectivement alors des recherches scientifiques, et je les ai partagées dans un article récemment. Alors, elles ne sont pas encore traduites, on va dire, mais ce n'est pas en français, non, c'est encore en espagnol ou en anglais. Mais il y a des choses quand même très intéressantes où il y a des médecins qui vont loin avec les fleurs de bac et voilà, qui montrent que ça apporte vraiment des choses splendides. Mais bon, nous, on le sait déjà parce que enfin, en tant que BFRP, hein, je parle de nous, les BFRP, parce qu'il y a plein de gens qui nous suivent et qui sont, voilà, qui découvrent les fleurs. Mais nous, on peut témoigner de cet accompagnement sur des années, de voir les changements. Moi, je sais que je réagis plus du tout de la même manière. Et il y a des fleurs que j'ai prises sur le long cours et dont j'ai besoin encore sur le long cours. Donc, j'ai vu Aspen, effectivement, le trac d'anticipation. Aujourd'hui, je n'ai pas pu travailler parce qu'aujourd'hui, toute la journée, je me suis repassé cette soirée dans la tête. Voilà, alors j'ai pris Aspen et ça m'a quand même bien détendu. J'ai pu faire d'autres choses, mais voilà. Et on baigne dans les fleurs, on en a besoin sur le long cours et c'est OK ou pas. Et des fois, il y a des choses, on prend une fleur, c'est que pour quelques jours. Bon, voilà, ça c'était ma petite parenthèse perso. Je voudrais lire le témoignage de Marie-Pierre qui dit: J'aimerais témoigner de mon expérience de conseillère en fleurs de bac. Depuis que j'ai suivi les formations de Françoise, notre intervenante, il m'arrive de conseiller les fleurs aux enfants soupçonnés atypiques en cours de diagnostic. La psychologue qui les suit s'est étonnée des progrès des enfants entre deux rendez-vous. Bien sûr, il n'est pas question d'interférer sur un diagnostic, on est bien d'accord, ni de se penser au-dessus des professionnels de santé, on est bien d'accord, voilà, mais de répondre à des besoins attendez, je suive le fil, à des besoins, parce que j'ai bougé ma souris, hop, à des besoins réels et importants de ces enfants, bien sûr, mais aussi ceux de la famille et des enseignants. La Tout à fait. clarté et le calme, même s'il est relatif, peuvent s'installer. Voilà, merci pour ce beau témoignage de Marie-Pierre. Oui, le calme, voilà. Et on parle de l'école, on ne va pas faire le débat de l'école, hein. Bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à dire. Toi, tu l'as vécu en tant qu'institutrice et directrice d'école, et on sait que l'école, bah, malheureusement, c'est compliqué pour ses enfants, mais que les fleurs peuvent les aider. Voilà. Alors, on va Alors, passer aux questions. Tu voulais rajouter quelque chose, Françoise? oui, je voudrais rajouter quelque chose parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup posée et je pense que c'est important de le dire. En fait, on me dit, mais les fleurs de bac, mais combien de temps? Hmm. En fait, il n'y a pas de temps.
On ne sait En pas. fait, les fleurs de bac, comme le disait le docteur Bach, elles doivent nous accompagner toute la vie. À un moment donné, et je crois que c'est ça qui est important de se dire, à un moment donné, votre enfant, qu'il soit atypique ou qu'il ne soit pas atypique, il déprime, eh bien, on va lui donner la fleur qui va l'aider à remonter. Parce que le fait d'harmoniser les émotions au fur et à mesure qu'elles apparaissent laisse toute latitude à notre organisme, à notre cerveau, de continuer son travail. Il y a en nous des forces d'auto-guérison extrêmement importantes dont on ne tient pas compte, mais à partir du moment où on allège le fonctionnement cérébral de ces émotions qui débordent, qui sont là, quand... L'intensité, en fait, c'est de l'intensité émotionnelle. Et c'est vrai que c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à être complètement vraiment nous-mêmes en paix avec nous-mêmes et en paix avec le monde qui nous entoure. Voilà, donc Là, les flashbacks nous aident. ces enfants-là, donc, on va, quand on se heurte à des grosses difficultés et qu'on envisage les fleurs de bac, eh bien, la première fois, il faut compter 4, 5, 6 mois de prise suivie pour arriver à rééquilibrer toutes ces émotions qui sont là, qui débordent et qui empêchent finalement l'enfant de faire autre chose, exactement, de continuer son développement, de laisser la nature faire son travail. Mais en général, ce que j'ai constaté, moi, c'est que quand on a fait ce premier travail, après, on peut parfois passer 6 mois, 7 mois sans que l'enfant ait besoin de fleurs. Et à un moment donné, il arrive à une autre étape de son développement. Et à ce moment-là, ce sera peut-être d'autres émotions. Ce sera peut-être les mêmes émotions qui vont réapparaître. Mais à ce moment-là, on va redonner un peu les fleurs, un flacon, deux flacons. Et puis, comment dire, la machine repart, si vous voulez. Mais il faut se rendre compte qu'avec ces enfants-là, il y a quand même un fonctionnement, ce fonctionnement atypique. Il aura toujours besoin à un moment donné de ce soutien, aussi bien étant enfant qu'étant adulte. Donc les fleurs, elles sont là. Elles sont là, elles font partie de la vie. Le docteur Bach disait, j'ai faim, eh bien je vais chercher une salade dans mon jardin. J'ai peur, je prends un peu de Mimulus. Voilà. Et là, avec ces enfants-là, il faut vraiment se dire que ça ne va pas être un traitement d'un mois ni de 2 mois. C'est quelque chose dont il aura toujours besoin parce qu'il y a ces émotions exacerbées, ce fonctionnement émotionnel que de toute façon, on va harmoniser un peu, mais qui sera toujours là. Pas toujours intense. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Alors, si quelqu'un veut prendre la parole, je veux bien parce que le chat, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont marquées et j'ai pas quelqu'un de modérateur pour m'aider à lire toutes les questions, donc il faut que je les retrouve. Mais si quelqu'un veut prendre la parole, volontiers. Alors, hop, demander à activer le son. Anne Le Camus, hop, je pense que c'est bon. Vas-y, Anne, tu peux parler. Je pense que Oui, tu peux mettre ton micro en route. Voilà, oui, super. c'est bon. Merci Virginie. Et merci Françoise pour tout cet exposé déjà. Et en fait, je voulais, si c'est possible, de rappeler dans quelle mesure Sweet Chestnut va aider ces enfants. Et aussi, je perçois l'arche pour eux. Et est-ce que c'est des choses, est-ce que c'est une fleur, l'arche, qui les aide, les TDAH, ou voilà, et dans quelle mesure? Voilà. Alors, Sweet Chestnut, c'est la fleur de l'angoisse existentielle. Or, chez ces enfants-là, il y a une lucidité par rapport aux difficultés de l'existence qui est très supérieure à celle des enfants en général. C'est une de leurs caractéristiques, c'est cette lucidité. Donc, cette lucidité qu'ils ont ne correspond absolument pas à leur âge affectif. C'est-à-dire, ils sont capables de réfléchir sur la vie, sur la mort. Un enfant de 4 ans, 5 ans qui dit à sa maman, quand j'aurai 25 ans, tu seras morte, maman. Vous voyez, Ouais, il y a cette lucidité d'être capable d'avoir cette réflexion-là. Sauf que dans son affectif à lui, cet enfant-là, il a 3, 4 ans de moins. Parce que c'est une des problématiques de ces enfants atypiques, c'est qu'affectivement, ils mettent beaucoup plus longtemps à se développer. Donc, si vous voulez, son côté, son affectif, sa capacité d'affectif ne peut pas affronter la possibilité que sa maman meure. Donc ça ouais, crée en lui ce qu'on appelle une angoisse existentielle et la fleur qui va apaiser cette angoisse existentielle, c'est Sweet Chestnut. Donc ces enfants-là, très très souvent, moi je vois que c'est vraiment une fleur essentielle pour ces enfants-là. Alors la d'accord. deuxième partie de la question, c'était l'arche. Alors Oui, l'arche peut être utile dans certains cas, c'est à vous de voir, mais moi ce que je constate, c'est que l'arche,
On le conseille pour les personnes qui manquent d'estime de soi. Or, cette estime de soi, elle est liée à beaucoup de choses qu'on peut harmoniser avant. Mais pourquoi pas utiliser l'art? Moi, c'est vrai que je l'utilise assez peu parce que je tiens surtout compte comment dire, du tempérament de l'enfant. Quand on arrive D'accord. à travailler, à harmoniser le tempérament de l'enfant, par exemple, un enfant mimulus, c'est un enfant qui va beaucoup ressasser, donc il va avoir besoin de white chestnut. C'est un enfant qui aura souvent besoin de crab apple parce que les microbes, tout ça, ça lui fait un peu peur. C'est un enfant et puis qui a facilement honte de tout, vous voyez, qui rougit facilement. Tout de suite, il a honte. Donc c'est un enfant qui va avoir besoin de gentiane, qui se décourage très vite. Donc à partir du moment où on harmonise ces caractéristiques de base, c'est intéressant de bien connaître les tempéraments de base, son estime de lui-même va remonter toute seule. En fait, c'est pas une fleur, pour moi, c'est pas une fleur essentielle à la base. Elle peut être nécessaire, c'est à vous, après c'est à chaque conseiller de voir, puisque c'est Ah, lui qui a la vraiment personne en génial. face, bien évidemment. On ne peut pas généraliser, puisque chaque flacon est unique. Mais en général, je tiens plus compte de ça que de... L'arche peut être utile à certains moments, effectivement. Oui, Ça c'est peut comme Hmm. quand débloquer certaines situations. voilà, c'est comme c'est vrai quand on pense à White Chestnut, c'est bien d'aller à la cause de la cogitation plutôt que de prendre White Chestnut. C'est intéressant de voir pourquoi est-ce que je cogite. Des fois, moi, Voilà, c'est parce que je suis verveine, je suis hyper excitée et je cogite, donc j'ai intérêt à prendre verveine qui est la cause de ma cogitation. Je vais faire voilà, l'économie d'être C'est plus ça. efficace parce que White Chestnut, on va voir, si je n'ai pas la cause de ma cogitation, c'est ça. ça risque de traîner encore un peu plus ou de s'intensifier en tout cas. Donc des fois, Voilà, c'est vrai qu'on peut aller voir derrière une fleur, il y a d'autres fleurs. C'est un peu ça. Parce que l'arche, c'est vrai que c'est avoir confiance en soi, oser, être capable de se dépasser, voilà, et ne pas avoir peur de l'échec, enfin, dépasser cette notion d'échec. Donc c'est voilà, mais peut-être que derrière, effectivement, il y a d'autres fleurs, c'est ce que tu expliques. Hmm. voilà. Parce que l'arche, moi, je la conseille quand, quand je perçois du large, c'est un, comment dire, une action qu'on n'ose pas faire, en fait. C'est même pas du mimulus, c'est vraiment, on se sent bloqué. Je me dis que peut-être ces enfants, enfin, du coup, j'essaie de comprendre après intellectuellement, et je me dis que peut-être ces enfants, effectivement, comme vous dites, à force de tout ce qu'il peut y avoir à côté, finalement, ils vont perdre confiance en eux et ne pas oser tenter un exercice ou tenter de Oui, dire quelque chose. oui, oui. Et c'est là où, ouais, Ça peut être des ok. peurs paralysantes comme Rock Rose, hein, qui nous Aussi tétanise, après, oui, Voilà, bien sûr. exactement. qui, des fois, effectivement, nous bloque dans notre processus voilà, de mise en route de choses. Et des fois, quand Oui, on est dans Rock Rose, ben, on manque de confiance en nous parce qu'on est bloqué dans une peur. Et si on dépasse notre peur, clac, finalement, on va finir par oser. Donc, faut voir. Après, chaque cas est unique. Et c'est là C'est où il y a le ça. dialogue. Alors, c'est vrai qu'avec les enfants, il y en a beaucoup qui posent des questions dans le chat. D'ailleurs, je vois pour l'entretien par rapport à un enfant, etc. Je pense qu'on fera un autre webinaire par rapport à ça. C'est intéressant, oui. effectivement, de l'accompagnement des enfants. Mais là, c'est plus pour les professionnels parce que là, du coup, nos webinaires s'adressent à tout le monde et à tous ceux qui peuvent découvrir les fleurs. Donc, voilà, là, c'est une partie un peu plus professionnelle. Mais Donc, en tout cas, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y a Isava qui Merci. lève la main. Isava? Bon, bonsoir, c'est Valérie. Euh, je voulais juste avoir une petite question, étant donné que les atypiques, ils sont toujours dans la préparation, il faut que tout se mette en place, etc. Moi, j'ai pu remarquer dans mes différentes consultations qu'ils peuvent avoir une dépendance, alors soit à la mère, soit à une autre image, hein. C'est souvent l'image maternelle mais à l'excès, en fait, hein. Du coup, c'est vraiment... donc, bon, tout petit, on peut comprendre, mais quand il commence à grandir, à passer en secondaire, etc., cette dépendance reste bloquante. oui. Et j'avoue ne pas trouver quelle fleur pourrait aider sur cette partie-là. Alors là, on rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que chez ces enfants-là, le développement affectif est beaucoup plus lent que chez la majorité des enfants. C'est-à-dire qu'un enfant atypique qui a par exemple 9 ans, il va dans sa lucidité et dans ses capacités de raisonnement avoir 14 ans d'âge, par exemple 14 ans ou 15 ans, où il y a souvent 4 ou 5 ans de différence. Par contre, dans son développement affectif, donc sur sa relation avec la maman ou la figure maternelle, il peut avoir 4 ou 5 ans de retard. C'est-à-dire que l'enfant de 10 ans, il peut se comporter affectivement comme un enfant de 4 ou 5 ans, donc très attaché
à la maman ou à la figure maternelle. Alors là, il y a un travail à faire, à mener dans ce cas-là, quand vraiment ça pose problème. Et on va travailler avec 3 fleurs. On va travailler déjà avec Star of Bethlehem, parce que Star of Bethlehem, qui est la fleur des traumatismes, est aussi la fleur qui permet de déprogrammer des comportements qui sont devenus inadaptés, mais avec 2 autres fleurs que vous connaissez bien. L'une, c'est Heather. Heather, c'est l'enfant dépendant. C'est l'enfant qui est encore dans sa petite bulle de petit enfant, et c'est vraiment leur cas. Donc ça les aide à sortir de cette bulle de la petite enfance de totale dépendance. Et Chicory, qui est la fleur qui va réguler la relation affective avec la maman. Alors on peut souvent rajouter dans ces cas-là, on peut rajouter Red Chestnut parce que c'est la fleur qui va permettre de distendre, de faire en sorte que les liens qui le maintiennent avec sa maman commencent à être plus souples, plus, comment dire, il peut s'éloigner un peu plus. Donc là, il y a vraiment un travail à mener dans ce cas-là avec ces fleurs-là. D'ailleurs, chez ces enfants-là, ça fait partie de leurs problèmes de base. J'ai pas eu le temps de parler de tous les problèmes, mais effectivement, les relations affectives demandent souvent, de leur donner Isa et Chicory, les deux. C'est vrai que ça entraîne un décalage en fait entre le niveau scolaire dans lequel ils peuvent être Mhm. et du coup ils ne se sentent pas du tout avec leurs camarades de classe. Déjà c'est compliqué la relation, mais là parce qu'ils ont encore une pensée très enfantine, C'est ça. alors qu'ils peuvent rentrer, enfin moi j'ai le cas, rentrer en lycée, en seconde avec des pensées encore très enfantines et la complexité supérieur encore à avoir une relation avec leur père, en fait. C'est père, P-A-I-R. Oui, je crois qu'on avait bien compris. Oui, effectivement, ça fait vraiment partie des problèmes, c'est ce décalage entre l'âge affectif et l'âge intellectuel. Et puis, ce qui fait aussi que ces enfants-là, par exemple à l'école, l'enfant qui est dans une classe, par exemple, de CM2, avec des enfants de 10 ans de son âge, il ne s'entend pas avec ces enfants-là parce que, affectivement, il est beaucoup plus petit, il a 5 ans, 6 ans. Intellectuellement, il a 14, 15 ans en lucidité. Donc, les enfants de 10 ans ne lui correspondent absolument pas. Donc, ce qui difficulte encore plus les relations sociales. Merci beaucoup, Françoise. Je vous en prie. On Virginie, t'ent- on t'entend pas, Virginie, t'as coupé ton micro. Virginie, Oui, ça y est, hop, j'ai remis mon micro, pardon. Oui, je disais, je remerciais les conseillers qui répondent aux questions dans le chat pour nous. Ça, c'est chouette. Il y a ouais, quelqu'un ouais. qui pose la question, est-ce qu'on pourrait me rappeler l'effet de verveine sur ses enfants? Alors, verveine. Verveine, c'est une fleur que l'on va donner chez les enfants qui ont une tendance à la rébellion. Les enfants qui n'obéissent qu'à leurs propres lois. Des enfants qui, maman lui dit, c'est l'heure d'aller prendre ta douche. Non, j'y vais pas. Voilà, donc on a cette idée de rébellion, cette idée de refus de l'autorité. Ce sont des enfants qui, en outre, vont être extrêmement, comment dire, qui vont chercher à entraîner les autres dans les choses que eux considèrent importantes. S'ils ont des valeurs, il faut que tout le monde ait les mêmes valeurs. Les meneurs. Ce sont des meneurs, exactement, les enfants verveines sont des meneurs. Et puis, il y a chez eux un côté émotionnel extrêmement exacerbé. On dit que c'est un tempérament chaud, c'est un tempérament euh, explosif. L'enfant verveine, c'est l'enfant qui, face à la difficulté, va donner 2 coups de pied dans la table. Et très réactif par rapport à l'injustice. Donc Voilà, l'injustice les touche particulièrement, que ce soit voilà, si quelqu'un fait du mal à un animal, si tout ce qui est exactement. injustice sur Terre, ça va le mettre en réaction et c'est là où il va partir, il est prêt à partir au combat. Voilà. Donc Et voilà. alors, l'avantage de ces tempéraments-là, c'est que ces enfants-là, on va les remarquer. Donc, en général, c'est des enfants qui auront la possibilité d'avoir un soutien, une aide, parce qu'ils se font remarquer. Autant les enfants qui sont plus centauri, plus mimulus, plus timides, ceux-là, ils vont rester dans leur petit coin, ils vont peut-être pas réussir à l'école, mais comme ils n'embêtent personne,
eh bien, donc d'une certaine manière, avoir ce tempérament verveine, c'est explosif, c'est vraiment, il y a de la violence, mais ça permet aussi à l'enfant de se faire remarquer, donc c'est des enfants qui réussiront mieux, puisqu'ils seront plus soutenus. Merci. Et puis quand on prend verveine pendant longtemps, on se calme, on s'apaise. Oui, Mais on est là ce soir aussi pour expliquer ce qu'on a envie de partager, ce qui nous passionne. Voilà, donc beaucoup de conseillères se ouais, reconnaissent en verveine, n'est-ce pas? Moi, la ouais. première, hein. C'est une des premières fois que Oui, j'ai moi aussi. avec impatience et que j'ai pris en litre. Ouais, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelle posologie pour les enfants? Alors, de la même manière que pour les adultes, ouais. toujours ce qui est important dans les fleurs de bac, c'est la répétition. Et ça, je le redis souvent aux gens parce qu'ils ne se rendent pas compte que c'est important de les prendre 4 fois par jour minimum. Oui, Voilà, l'efficacité des fleurs, elle se fait dans la répétition, comme un goutte à goutte quand on arrose les plantes. Voilà, ils préfèrent les plantes plutôt qu'un gros arrosoir. On prend les fleurs le matin, le midi, l'après-midi, le soir, de intervalles réguliers si possible. C'est vrai qu'il y a le problème de l'école, donc les enfants, des fois, ne peuvent pas apporter leur flacon. Donc, on dit, bah, écoutez, le matin, dès qu'on se lève, et puis il y a le temps de préparation, le petit-déj, tout ça, on les prend avant de partir à l'école. Et puis, on revient de l'école à 16h30, on reprend les fleurs, et puis avant d'aller se coucher, on reprend les fleurs. Et là, on a pris 4 fois, voilà, et plus si besoin, parce que c'est vrai que souvent quand on bouillonne émotionnellement, moi je dis c'est comme un doudou, hein, il faut les prendre au besoin, mais en tout cas minimum 4 fois par jour. Ça c'est très important. tout à Et puis fait. surtout, on continue son flacon. Voilà, si on l'oublie, bah, ça veut dire qu'on n'en a pas besoin. Mais ce qui est important, c'est de le prendre régulièrement sur les 3 semaines qui va durer à peu près. Et puis après, on refait un petit point avec son conseiller en fleurs de bac. Et puis, bah, il y a des fleurs qui vont bouger, il y a des fleurs qui vont rester. C'est comme au théâtre. Donc, il y a des nouveaux acteurs qui rentrent, des acteurs qui sortent. On réadapte en fonction des besoins du moment, dans l'ici et maintenant. Qu'est-ce qu'on ressent? Voilà. Et c'est ça le travail du conseiller, c'est de vous accompagner dans ce chemin du choix des fleurs qui n'est pas toujours évident parce qu'on a l'impression justement quand on est émotionnellement dans l'intensité qu'il y a beaucoup de choses, ça bouillonne de tous les côtés et on a du mal à faire un choix et une sélection dans les fleurs. Et c'est là où un professionnel va pouvoir vous aider à faire la sélection pour arriver à avoir 7 fleurs dans votre flacon. Voilà, et c'est pour ça qu'un accompagnement, c'est toujours très riche d'enseignements. Et puis surtout avec les enfants, parce que quand on est une maman, je vais parler pour moi, hein, mais c'est toujours difficile même pour nous de nous faire notre flacon et pour nos enfants aussi, parce qu'on voilà, on n'est pas, on est juge et partie à la fois, donc c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur. Et puis l'enfant aussi, il partage des choses qu'il ne va pas forcément partager avec sa maman ou son papa. Donc voilà, dans un cadre sécurisé, il va avoir la parole et il va mettre des mots sur les émotions. Alors après, il y a des outils pour les petits, etc., hein, et chacun va choisir ses fleurs, va avoir des supports pour aider l'enfant à parler de ses émotions. Mais en tout cas, il y a ce temps d'écoute et de verbalisation qui fait partie aussi du processus de conscientisation et puis d'évolution. Voilà, ça c'est très important. Et c'est tout ce qui se passe dans un entretien, c'est très riche. Alors, ce que je voudrais rajouter, Virginie, par rapport à ce que tu disais par rapport aux prises, et qui Mm, va compléter un petit peu, c'est-à-dire qu'il m'arrive régulièrement que les fleurs, parce que les fleurs sont quand même assez magiques, avec les enfants, on a parfois des résultats, des améliorations de comportement en quelques jours. Donc là, ce qu'il est important de savoir, que même s'il y a amélioration, et qu'au mm, bout de 3 semaines, on dit, oh ben ça y est, ça va bien, tout va bien, il ne faut pas arrêter tout de suite. voilà, Si ouais, on arrête tout de suite, les fleurs vont continuer à agir 2 ou 3 jours, 4 jours, et puis après, petit à petit, on va revenir en arrière. Donc il est important de savoir, surtout au début d'un suivi fleur de bac, qu'il faut maintenir. Si on a des bons résultats, d'autant plus si on a des bons résultats, si on n'a pas des bons résultats, on va changer les fleurs. Mais si on a des bons résultats, il ne faut pas s'arrêter tout de suite au bout de 3 semaines, parce que là, ce n'est pas une aspirine hein, qu'on prend et le mal de tête est passé. On travaille sur des émotions, on travaille sur quelque chose qui est là, qui s'est mis en place sur des mois, sur des années. Donc il faut comprendre que ce suivi, il va falloir le faire, surtout quand on le fait la première fois, sur plusieurs mois. Si on veut que ça se stabilise et que donc, comment dire, l'enfant puisse continuer à évoluer et à aller vers quelque chose de mieux pour lui. tout à fait. Bon, écoutez, il est 21h37.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager un document qu'on va rédiger avec Françoise, enfin que Françoise a déjà rédigé, sur lequel on va vous partager des éléments, notamment, donc Françoise, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle organise justement des formations, des ateliers de formation en ligne par rapport à toutes ces problématiques qu'elle connaît très bien. Voilà, où justement elle revisite toutes les fleurs. Donc il y a les 38 et puis on reparle et ça permet de revoir justement bien les fleurs et bien les approfondir. Donc je vous partagerai tout ça, je vous enverrai un document par email. Il y a des questions encore, alors on va essayer de... Mais s'il y en a qui veulent partir, bien évidemment on comprendra, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on a cette possibilité de rester un peu plus longtemps. Si c'est OK pour toi, Françoise, on va répondre Oui, moi je peux il y a rester quatre, encore il y un a peu quatre de... petites mains qui se lèvent, donc on va vous donner la parole pour clôturer ce webinaire. En tout cas, merci à tous ceux et celles qui ont participé, qui ont répondu dans le chat, qui nous ont aidés à le mettre en place. La semaine prochaine, il y a donc un webinaire sur le TDAH avec Sarah Lenègre et Jean-Baptiste Bonillo. Donc, on va poursuivre nos voyages avec les fleurs, voilà, pour aider et pour soutenir ceux qui en ont besoin. Donc, vous serez les welcome à bord next week, même heure. Alors, justement, j'ai simplifié parce que les fleurs de bac, on essaie d'être dans la simplicité. Donc, ce sera le même lien Zoom avec les mêmes codes, tout ça, tout pareil. Voilà. Donc, ceux qui veulent partir, bye bye. À la prochaine pour un prochain voyage. Et puis, on passe à la question avec, je vois Gémal. Alors, je ne sais pas si c'est son prénom, mais Gémal, tu peux prendre la parole. G-E-M-A-L. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je m'appelle Gaëlle. Et voilà, c'est là qui ont des diminutifs sur leur compte, donc je ne sais pas trop. Oui, Ok, avec bon, les pseudos bonsoir. de PC. Oui, j'avais simplement une question moi, par rapport à l'école sur les passages de classe. Et donc, on Oui. aborde la partie où ils ont bah, effectivement, enfin, pour le mien en tout cas, pour mon fils, une partie intelligence un petit peu avancée. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que de l'autre côté, il y a l'émotionnel qui est donc, comme on disait, assez, assez encore bah, immature parfois sur certaines choses, notamment sur la sociabilisation aussi. Donc voilà, est-ce qu'il est... Je ne sais pas comment le tourner, mais Pas de règle, hein? ouais, Il n'y a pas de pression comment... magique, il n'y a pas de règle. Après, c'est bien justement ouais. de s'informer. Déjà, en tant que parent, il y a beaucoup de lectures. Et les livres de Françoise, j'ai oublié de les montrer. Mais voilà, Françoise, elle a écrit des livres qui nous expliquent et qui nous aident justement dans l'accompagnement de nos enfants. Donc, d'avoir des lectures, de se faire accompagner par un conseiller en fleurs de bac, parce que voilà, ça va être... vous allez découvrir les fleurs dont votre enfant il a besoin en fait et lesquelles vont le soutenir. Oui, Je rappelle que le travail d'un conseiller agréé, c'est aussi de vous soutenir et de vous accompagner dans l'autonomie pour qu'après vous soyez en mesure de faire les flacons pour votre enfant si besoin. Il y a des formations fleurs de bac parce qu'en un week-end aussi, vous allez apprendre plein de choses, vous, en tant que maman, pour vous et pour votre enfant. donc Euh, ça pour les flacons, c'est bon. Alors, je suis niveau 2, moi, en fleurs de bac. ok, J'ai passé voilà, les... J'ai déjà voilà, passé ça. super. Mais là, voilà, c'était vraiment la question au niveau scolaire, parce que donc on a fait pas mal de choses pour l'installer plus confortablement, hein. Ouais. Mais il reste cette partie-là où ben, voilà, il peut être effectivement plus en Alors, avance sur la compréhension. Est-ce que de l'autre côté, c'est pas bloquant si on le fait passer sur une autre classe? Moi, j'ai un petit peu peur de la partie ouais, émotionnelle qui peut du coup peut-être alors, ne pas faire avancer les choses. ce qu'il faut savoir par rapport à ça, et ça c'est vraiment mon expérience professionnelle de ce côté-là, c'est que il n'est pas forcément positif de faire sauter une classe à un enfant. L'enfant, il est quand même dominé par son affectif. Je crois qu'il faut en discuter avec lui, il faut voir avec les enseignants, mais il faut vraiment tenir compte de cet affectif. Parce que l'enfant, on a l'impression que le niveau où il est trop faible, c'est en fait c'est votre problème à cause de son intelligence, mais le niveau supérieur ne va pas forcément lui convenir. En fait, l'enfant a besoin d'approfondissement dans certains domaines, mais pas forcément d'un niveau supérieur. Oui, J'ai donc eu, j'ai eu l'occasion justement d'avoir des enfants, j'ai eu des enfants comme ça, et souvent, les enfants préfèrent rester avec leur cohorte de copains et dans un milieu qu'ils connaissent, parce que affectivement, pour eux, c'est plus important. Si intellectuellement, ils ont besoin de plus, c'est plus à la famille de leur donner plus qu'à l'école. ok, bah c'est là-dessus qu'on était parti. On le fait travailler sur des choses à la maison en plus, mais bon, je voulais savoir si, si c'était la bonne approche ou pas. Mais ouais. Oui, parce qu'on risque de se retrouver avec un enfant qui va se retrouver avec d'autres enfants qu'il ne connaît pas, et puis avec un développement physique qui ne correspond pas au sien. Il peut se sentir très très mal à l'aise.
Ok, bah, c'est justement votre expérience que je voulais par rapport à l'école. Voilà, voilà. Alors, il y a Blandine qui veut prendre la parole. Blandine, Oui, bonsoir. bonsoir. C'était juste par rapport à, pour Gaëlle. Moi, ma fille aînée qui a 28 ans maintenant était complètement dans ce cas-là. Donc, on a choisi de ne jamais lui faire sauter de classe, malgré la demande des instituteurs et des professeurs. Et maintenant, elle nous en remercie énormément. En revanche, nous, on la faisait pas travailler en plus à la maison, mais elle a fait des études au conservatoire en parallèle. Voilà. Elle a fait des concours d'écriture, elle s'est mise à écrire, à faire du théâtre. En fait, elle a fait plein de choses à côté. C'était ça. Et maintenant, c'est une adulte qui est plutôt épanouie. Il faut qu'elle fasse attention au burn-out, effectivement. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose, voilà, parce qu'elle est toujours dans la perfection. Mais elle a compris que, en fait, tant pis si elle est, enfin, je veux dire, la performance au travail, c'était pas ce qui la rendait heureuse. Et elle continue à faire du cirque, de la danse et tout ça. Donc, je pense que c'est vraiment important de pas axer tout sur l'école et surtout, Mm. surtout, de pas avoir peur du retour des instituteurs et des professeurs. Moi, elle a même refusé de faire une prépa, par exemple, parce qu'elle savait qu'elle pourrait pas s'épanouir à côté et qu'en fait, son équilibre de vie, son bien-être émotionnel et psychologique passait par tout ce qu'elle faisait à côté, l'écriture, le théâtre, la musique, les randonnées, tout ça. Voilà, enfin, c'est juste mon expérience, mais je pense que c'est important et c'est une sacrée leçon de vie, je trouve. Non, Voilà. Parce que c'est se Alors, si vous le... respecter, hein, c'est se connaître et se respecter et connaître nos c'est limites, ça, là où on peut aller, là où on est confortable, là où c'est inconfortable pour nous. Et les fleurs de bac, elles nous invitent vraiment à ça, justement, quand on met des mots sur nos émotions, ben, elles nous invitent à mieux nous découvrir et à mieux nous accepter tels que nous sommes, en fait, à devenir, comme disait le docteur Bach, le c'est capitaine ça. de notre propre navire. Et une autre aussi, moi j'ai pris beaucoup de fleurs de bac pour pas avoir peur pour elles. Mmh. Oui, En oui, fait, je trouve que les mamans oui. doivent, quand on a Ah des ben oui, enfants comme ça, surtout quand nous on y est aussi, parce qu'on a des ouais. résurgences de notre vécu. Alors moi j'ai pris énormément de fleurs de bac, bien plus qu'elles, je pense en fait. Ben, merci pour ce beau témoignage, Blandine. Super. Voilà. Merci. Et Alors, merci à vous. Merci. un petit complément, donc aussi bien faire sauter une classe n'est pas toujours une bonne solution, il faut vraiment tenir compte de l'affectif de l'enfant, mais faire redoubler une classe aussi à un enfant atypique parce qu'il a un trouble 10, ça n'est pas non plus une bonne solution. Voilà, ça peut compléter, ça peut être même très très négatif. Mm, mm. Et On juste me encore parle autre dans chose, ah, Pardon, pardon. allez-y, Et Blandine. aussi, Allez-y. et pardon. Et en fait, jusqu'à la troisième, elle est jamais allée à la cantine. Elle préférait rentrer le midi, même si moi j'y étais pas, pour être avec les animaux à la maison, tout ça, parce qu'elle supportait pas le bruit de la cantine. Elle avait besoin de sa bulle à un moment. Voilà. Bon, On n'a pas parlé du problème des voilà. toilettes aussi, les enfants qui sont constipés parce qu'ils ne vont pas aux Ah toilettes. ouais, oh là là, bah, Ah, Ah, alors ça, voilà. Ça fait partie des crèmes Apple, là où ça dégoûte. Ouais, quand on part en voyage, etc., tout est plus compliqué. On parle, j'ai des questions dans le chat et c'est intéressant de la problématique de l'alcool dans les fleurs de bac. Alors, pour moi, c'est pas une problématique parce que les fleurs de bac, elles sont diluées. Que c'est infinitésimal. Enfin, je veux dire, voilà, on va mettre des gouttes dans un flacon de 30 millilitres d'eau et qu'il n'y a pas de problématique. Les fleurs de bac sans alcool, c'est plus pour des gens qui sont hypersensibles à l'alcool, qui ont une pathologie, etc. Mais sinon, il n'y a aucun danger, aucune problématique de donner des fleurs de bac avec alcool à ses enfants ou même à ses animaux. Voilà. Du moment où c'est dilué, on est bien d'accord, on ne va pas leur donner le flacon, ils ne vont pas boire cul sec un flacon de toute façon. Donc, non, voilà. Mais après, bah, les formes de vagues sans alcool, elles existent. Si les gens préfèrent par principe de précaution parce qu'ils sont inquiets, mais je vous rappelle, dans les sirops de pharmacie, dans une banane trop mûre, il y a de l'alcool et tout va bien. Voilà, ça c'était juste pour rassurer. Audre, il y a une question de Audre. Je ne sais pas si c'est un prénom, Audre. Oui, bonjour. Bonsoir. C'est Audrey pour le coup, ouais, ça m'a coupé la Ok, fin. Audrey. Déjà un grand merci à toutes les deux parce que c'était très très riche en informations et je suis maintenant conseillère agréée depuis presque un an. J'ai suivi la formation avec Séverine Nicolet. La question que je me pose, c'est par rapport à ce qu'a exprimé justement la formatrice sur le début du traitement. Si en début de traitement, on voit que les résultats fonctionnent bien, que les résultats sont bons, il faudrait continuer pendant plusieurs mois. Donc moi, je suis tout à fait OK avec ça. C'est même la difficulté de notre métier, c'est vraiment faire entendre aux gens que
il faut pas espérer, même si on aimerait un coup de baguette magique, il faut pas espérer avoir des effets exhaustifs en seulement 3 semaines ou en une fiole. L'interrogation que j'ai, c'est si le traitement fonctionne et qu'on a des bons résultats, continuer plusieurs mois, oui. Mais comment on intervient, nous, en tant que conseiller en fleurs de bac, si on refait exactement le même flacon? Le client va bien revenir me voir, il va bien y avoir un entretien. Et si les fleurs ne rebougent pas du tout, je me dis, pas à quoi on sert, mais comment on justifie de refaire le même flacon, vous voyez? Je pense qu'il y a quand même le temps de parole et d'écoute qui fait Quoi partie du qu'il arrive. processus, hein, justement. Je pense que c'est un temps très riche où il se passe plein de choses. Alors même si vous refaites le même flacon, je pense que ce temps-là, il est précieux. Et si les gens reviennent, c'est que ça fait partie aussi du processus d'évolution, en fait, hein, c'est de se rendre compte de quoi on a besoin. Et D'accord. puis, voilà, il y a les fleurs pour et puis, de toute façon, dans un processus, il y a les fleurs dont on a besoin tout le temps. Puis, il y a quand même les interactions, les émotions ponctuelles qui nous viennent. On avait un petit conflit, un truc particulier qui se passe dans notre vie, donc il peut y avoir une fleur qui change. Mm. Moi, je pense que oui, le processus sur la durée, de l'accompagnement sur la durée, bien sûr, il fait toute la différence, hein. Surtout quand on a voilà, une tendance à avoir un bouillonnement émotionnel intense, Bien sûr. on doit baigner dans les flancs de bac. Donc après, c'est à nous d'expliquer ça aux gens. Et puis après, ils sont libres aussi de revenir ou pas, hein. De toute façon, voilà, et de continuer leur chemin peut-être aussi par eux-mêmes en se disant qu'ils ont quelques fleurs de base qu'ils doivent continuer pour se sentir bien. Mais je pense qu'après, ils feront la différence eux-mêmes. Là, on peut pas. Je sais Oui, et pas, puis dès lors que François. Oui, Ce qu'on peut faire et ce que je fais habituellement, c'est que la première fois que je reçois la personne, déjà, je prends largement le temps, ça il faut le dire, hein, facilement 1 heure et demie, parfois 2 heures, pour bien cibler l'enfant ou la personne qui vient me voir. Et donc, le premier flacon, c'est toujours un premier flacon d'essai. Donc, au bout des 3 semaines, faire le point, voir où il en est. Si tout est bon, mais on a souvent besoin de rectifier ne serait-ce qu'une fleur. mhm, Donc c'est justifié. Si après, à l'issue du deuxième flacon, les choses continuent à aller bien, moi j'explique aux parents dans ces cas-là qu'il convient que l'enfant continue à prendre les fleurs pour bien stabiliser et à ce moment-là, je leur propose 2 flacons de façon à ce qu'ils aient pour 6 semaines et on d'accord, refait le point au bout des 6 semaines. Donc pour les parents, il y a moins cette idée de, comment dire, de revenir pour rien, comme vous disiez, mais, euh, mais ça permet quand même de continuer le travail avec toujours la consigne, s'il y a quoi que ce soit entre-temps, vous m'envoyez un petit mail, vous m'envoyez un SMS et on refait le point. Vous voyez, toujours expliquer aux parents, parce que les enfants parfois évoluent très vite. bien sûr. Le premier flacon, ça s'est bien passé, et puis tout d'un coup, au milieu du deuxième flacon, ah ben ça empire, ça va plus du tout, ça va plus du tout, ça va plus du tout. C'est parce qu'on a touché quelque chose. Mais c'est vrai, on a touché Mm. quelque chose d'important, et moi je sais que j'explique aux parents, s'il y a quelque chose pendant les 3 semaines, vous me prévenez tout de suite. S'il y a une nouvelle émotion, quelque chose qui ne va pas, pour qu'on puisse réajuster. D'accord. D'accord? Mais je vous rejoins. De toute façon, pour moi, un second rendez-vous ne sert jamais à rien parce que je rejoins Virginie là-dessus. De toute façon, on sait qu'il y a l'adéquation des fleurs de bac, mais aussi de tout le Mhm. dialogue qui va se mettre en place pendant nos rendez-vous. Et ça Mhm. fait aussi 50% du travail au moins, hein. Pour moi, c'est 50-50. Et Ouais. forcément, la manière dont ils vont s'investir dans ce travail. Mais c'est vrai que j'avais plus de difficultés dans ma posture de thérapeute à me dire, j'espère qu'ils m'ont pas pensé que voilà, je fais juste un deuxième flacon. Oh oui. Tel quel et que je ne vais pas chercher plus loin. Parce qu'en effet, comme vous le dites, parfois, il ne faut pas chercher plus loin. Pour l'instant, c'est ce qui fonctionne. Ouais. Un grand merci à vous. Merci Audrey. Il y a Charline qui va intervenir. Oui, bonjour, merci beaucoup pour toutes ces informations et ces échanges, c'est tellement enrichissant. Moi, j'avais une question, on a évoqué la phobie scolaire. Je voulais savoir si ça concernait uniquement les enfants atypiques ou pas spécialement. Non, non, non. La phobie scolaire, de toute façon, là, on parle des enfants typiques parce que c'est un sujet vraiment très particulier, très, très complexe, mais tous les enfants sont concernés. Et quand il y a phobie scolaire, les fleurs de bac sont vraiment quelque chose de très, très important. J'ai été confrontée comme ça à des problèmes de phobie scolaire et même d'enfants qui avaient tenté de se suicider. Et je peux vous dire qu'avec les fleurs de bac, on fait un excellent travail. Mais là, c'est pareil, il va falloir écouter l'enfant, écouter les parents. Parce que c'est important aussi de savoir comment l'enfant a réagi depuis qu'il était tout petit, quelle est sa personnalité de base.
là où sont ses fragilités, parce que là, il faudra travailler avec les fleurs. Mm. L'enfant qui est en phobie scolaire, c'est grave. Mm, Ça veut dire que quelque part, on ne l'a pas entendu. mm, mm. Mm. Donc, Mais oui, ça c'est peut... je vois bien la difficulté de l'accompagner et de trouver les bonnes fleurs. Mais elle a commencé un travail avec les fleurs, mais oui, oui, on a toujours envie que, voilà, que ça soit rapide et qu'elle soit bien quand ça nous touche personnellement, forcément. Mais je sais que c'est son chemin et je vois qu'elle avance, mais voilà. Je pense que je partage. Il y a Pauline Bruneteau, que je connais, qui a lancé une application qui s'appelle Passiflora, et je partage souvent ce qu'elle fait sur Instagram. C'est une jeune fille qui a beaucoup souffert de phobie scolaire, et elle a pris des fleurs de bac, et je pense que je ferai un webinaire l'année prochaine avec elle pour nous parler de son parcours et de son chemin, et Super. comment elle va avoir un petit peu un retour d'expérience par rapport à ça et à sa prise des fleurs de bac. Ok, merci, parfait, merci. Merci. Bah, Cécile Nicolon, je vois une petite main, mais peut-être. Oui, Bonsoir. bonsoir, c'est toujours là, oui. Beaucoup. J'ai deux questions. Françoise, vous parliez de bien déterminer la personnalité de l'enfant Mhm. que vous recevez la première fois. Et moi, je trouve ça très, très difficile parce que j'ai l'impression que ça prend toute une vie déjà de trouver ces fleurs. Comment vous faites est-ce que c'est déjà sur un premier rendez-vous, vous arrivez à le cerner et est-ce que les parents sont là ou pas forcément? Comment... Il y a un travail, souvent un travail préliminaire à faire avec les parents, surtout si on a face à soi un enfant hyperactif ou un enfant trop stressé. Il va falloir discuter avec les parents et voir comment l'enfant a réagi pratiquement depuis sa naissance. C'est à Mm. partir de là où on va trouver sa personnalité. Dans les 12 personnalités de base, on arrive à déterminer déjà parce que on a un certain nombre de personnalités qui correspondent à des enfants actifs et d'autres à des enfants passifs. Donc ça, on le voit assez vite. Dans le comportement de l'enfant, quand on reçoit l'enfant avec ses parents, surtout s'il est petit, on le reçoit toujours avec ses parents, on va faciliter, comment dire, le travail parce qu'on va voir comment l'enfant se positionne par rapport à la maman. Déjà en arrivant, l'enfant qui demande à s'asseoir sur les genoux de sa maman, on peut tout de suite se dire, attention, ça c'est un enfant Centauri, un enfant Mimulus, mais c'est un enfant plutôt passif. Donc Mm. déjà, ça permet comment dire, d'éliminer un certain nombre de possibilités. Et puis après, je sais que je propose aux enfants des jeux, des activités pour qu'ils puissent se détendre. C'est-à-dire, au lieu de parler avec lui et de le stresser, parce que l'enfant se stresse, et il va répondre ce qu'il pense que j'attends qu'il réponde. Attention, ça, les enfants ont cette habitude-là. Ils répondent ce qu'ils pensent que vous attendez qu'ils disent. Donc, c'est pas vrai en général. Donc, le mieux, c'est de parler avec les parents, de laisser l'enfant jouer. Mm. Oui, c'est des coloriages, des jeux de construction, une bande dessinée. Enfin, moi, j'ai différentes choses, hein. Et quand l'enfant se sent, comment dire, en sécurité, qu'il voit que ses parents parlent tranquillement, à un moment donné, il va intervenir. D'accord. Et à ce moment-là, on pourra en déduire un certain nombre de choses. Mais de toute façon, dans les 12 personnalités de base, il y a des caractéristiques à connaître. Comme je vous disais tout à l'heure, l'enfant Mimulus, on va retrouver par exemple la honte. Mm. L'enfant qui bafouille facilement, l'enfant qui bégaye, l'enfant qui rougit, l'enfant Mimulus, l'enfant Centauri, il va tout accepter. Ça sera un enfant qui, depuis la naissance, aura accepté tout et n'importe quoi. Oh, il pleurait jamais, il s'adaptait à tout. Oh, attention, c'est un enfant Centauri. Donc vous voyez, on a des pistes pour nous aider à trouver. C'est pas toujours facile, mais il faut prendre le temps, vraiment le temps, surtout la première fois. Moi, je vous dis, entre 1 heure et demie et 2 heures la première fois, pour bien écouter les parents, voir comment ils réagissent, comment il est avec les frères et sœurs. Est-ce qu'il y a des frères et sœurs? Est-ce qu'il pleure beaucoup? Vous voyez, ça va nous donner des indices pour déterminer ce qu'est l'enfant finalement. Et quand vous recevez des enfants plus âgés ou des adolescents, où là je trouve que c'est encore plus délicat, C'est encore plus délicat, oui, tout à fait. comment ça se passe?
Alors, dans ces cas-là, en général, je prends le temps de discuter avec la maman avant de recevoir l'adolescent. C'est-à-dire, je lui demande, voyons, vous souhaitez que votre enfant souhaite prendre des fleurs de bac, expliquez-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas. Bon, moi, j'ai une longue expérience du fonctionnement des enfants, donc c'est vrai que ça facilite. Je vais rapidement trouver l'indice qui va me permettre de poser les questions qui vont confirmer, si vous voulez. Il y a phobie scolaire, il y a telle chose. Ah ben, comment ça se passe? Est-ce qu'il écrit bien? Est-ce qu'il a des difficultés en lecture? Vous voyez, plein de choses comme ça qui vont, moi, me donner des pistes. C'est Mhm. vrai que là, c'est intéressant de beaucoup travailler sur les personnalités de base. Là, il y a des travaux, le docteur Orozco propose dans ses livres beaucoup de choses sur les personnalités de base. C'est important puisque ça va nous aider. Après, quand on reçoit l'adolescent, ben là, c'est la difficulté, c'est d'arriver à accrocher avec lui. Oui. Mhm. Alors, c'est pas toujours facile parce que certains adolescents se renferment beaucoup, d'autres sont beaucoup dans la bravade. Ouais, moi je fais ceci, moi je fais cela. Bon, là tout de suite, on peut dire, oh là, attention, il y a une verveine quelque part. Oui. Mais on arrive en discutant, et souvent après, je reprends un contact avec les parents pour faire le point, pour qu'ils me confirment certaines choses. Très bien. Merci, merci beaucoup. Je vous en prie. Je pense que nous allons arriver à la fin de notre voyage. Tu Ah, pourrais bah, s'éterniser avec plaisir. Mais on te retrouvera, Françoise, dans un autre webinaire dans quelques semaines, qui sera oui, partagé à nouveau dans le document qu'on va vous envoyer. Donc, vous reverrez Françoise, vous aurez l'occasion de poser d'autres questions et donc, on reverra d'autres choses, d'autres thématiques qui d'autres viendront choses, oui. enrichir tout ce qui a été dit ce soir. Donc, en tout cas, merci à toutes et à tous pour vos chaleureux retours, vos questions et votre présence surtout. Et Oui, puis, ben, on se revoit bientôt pour les nouveaux webinaires dont les thématiques vous intéressent. Voilà, tout simplement. Donc, merci Françoise pour tout ça. Et puis, on partagera tes coordonnées, toutes les voilà. informations, les livres. Il y a un nouveau livre qui est sorti en plus que tu as reçu Oui, aujourd'hui. oui, oui. Il vient Ah oui, juste d'arriver. voilà. En plus aujourd'hui. Donc, voilà, c'est chouette. Donc, Ouais. on met les coordonnées. Alors, c'est sur l'autisme Asperger, parce que c'est Voilà. un sujet qui me tient beaucoup à cœur, que je côtoie beaucoup. Et il y a beaucoup à dire et il y a beaucoup à rassurer les parents. Voilà. Donc, un super livre. On vous donnera les coordonnées de Françoise pour que vous puissiez commander le livre en direct avec elle. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, donc avec Sarah et Jean-Baptiste pour le TDAH. Voilà. Voilà. Pas que. Et on Pas que. parlera des 38 fleurs, parce qu'il y a 38 fleurs. Et on les reverra, justement, on reverra leurs facettes. À bientôt. Merci à tous. Bye bye. Merci Merci. Ciao. beaucoup. Merci pour votre attention et à Merci bientôt. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne Merci. soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Au merci. revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Fantastique, merci. Au revoir. Au Merci, c'était revoir. super.